Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui pour ce petit moment de conférence à trois voix. En fait, cette conférence a été donnée le 4 octobre 2022 dans les locaux de la HEFP, mais elle n'a pas été enregistrée. Et puis, en discutant avec certains collègues, on s'est dit que le contenu serait intéressant. On avait envie de pouvoir le partager avec nos étudiants, voire avec un public un peu plus large, raison pour laquelle on est en train de rejouer cette conférence, mais sans public. Par contre, pour les personnes qui nous écoutent en ligne, vous aurez la possibilité naturellement de nous contacter. Vous aurez nos adresses mail à la fin de la présentation. Avant de démarrer, peut-être quelques mots pour se présenter. Christophe Gremion, je suis formateur d'enseignants à la HEFP, donc formation professionnelle en Suisse. Sont avec nous David et Laurent, et je vous laisse la parole. David. Oui, bonjour à toutes et tous. David Gagnebin-Debon, je suis enseignant au Centre d'enseignement professionnel de Vevey dans les arts appliqués et accompagnateur à la HEFP, didacticien pour un des modules de la formation 1800 heures, entre autres. Laurent, je te laisse la parole. Merci. Moi, je m'appelle Laurent Vanet, je suis enseignant de chimie à l'École supérieure de droguerie et j'ai fait un mémoire à la HEFP qui concernait la motivation intrinsèque et l'utilisation des compétences métiers dans ce cadre-là, et c'est ce que je me propose de vous présenter tout à l'heure. Voilà, je laisse Christophe nous introduire le sujet. Merci Laurent. Et puis, pour se mettre dans l'ambiance, il faut savoir qu'en Suisse, à l'heure actuelle, beaucoup de formations sont en train de modifier leur plan cadre, les plans qui sont créés par les ORTRA, Organisation du travail, et ils orientent les plans sur une pédagogie centrée sur le développement des compétences et l'exploitation des situations. On va y revenir dans un petit moment, mais le but, clairement, c'est de profiter pleinement des avantages pédagogiques que peut représenter l'alternance. Notre intervention sera divisée en 3 temps, avec tout d'abord David qui nous parlera de son expérience dans l'enseignement de la photographie. Je prendrai un petit moment pour revenir sur cette première expérience et vous proposer un cadre d'analyse. Et puis ensuite, Laurent qui prendra la parole pour nous parler de la formation chez les droguistes. On terminera par un petit moment de discussion, conclusion. Et puis par contre, la discussion-échange, elle, va bien sûr être abandonnée puisque le public ne peut pas réagir dans une communication asynchrone. Alors, en guise d'introduction, un petit retour sur la formation professionnelle pour poser le cadre simplement et puis se rappeler que pendant longtemps, la formation professionnelle a été conçue comme selon 3 modèles. Soit tu m'observes et tu imites. Regarde comme je fais et fais la même chose. Modèle suivant, ça a été je te montre, je te démontre et ensuite tu imites. Et puis, le troisième modèle, je te donne des ordres, des consignes, et puis tu vas exécuter. Et lorsqu'on est en train de vouloir enseigner un geste précis, on recourt assez fréquemment à ces 3 modèles de manière à séquencer l'apprentissage pour intégrer un geste précis. Mais on le sait bien, ce geste précis, c'est quelque chose que l'on va appliquer et que l'on a de la peine à appliquer toujours de la même manière, car d'une situation à l'autre, les conditions vont changer et on a besoin de quelque chose qui ne soit plus une marche à suivre, une application d'une méthode, mais de personnes qui sont capables de prendre des décisions, choisir des manières de faire selon les situations qu'elles vont rencontrer. On pourrait dire que l'on est autour d'un travail sur la complexité, besoin d'être capable de réagir dans la complexité et d'être capable de réagir seul, donc également autonomisation des personnes. Donc c'est tous ces modèles qui se sont construits pendant bien des années autour d'une démarche à apprendre et à exécuter. Et puis l'exemple idéal pour parler de ça, c'est de repenser à Charlie Chaplin avec les temps modernes quand il est en train de visser les boulons. Apprendre une marche à suivre n'est pas suffisant pour apprendre un métier.
Et puis, le travail que l'on peut faire et que l'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a toute une partie de la formation professionnelle qui se dit c'est pas suffisant d'apprendre une marche à suivre, il est important de pouvoir comprendre exactement le travail, les conditions du travail, la complexité des situations. Et ce travail, il se fait par deux outils principaux, hein, l'analyse du travail qui permet de faire ce que l'on appelle la référentialisation, créer les plans d'études, et puis l'analyse de l'activité qui, elle, va être une manière d'analyser son travail et de le comparer à ce qui pourrait être attendu. Ces différentes dimensions, elles sont extrêmement formatrices, mais dans les plans de formation actuels, on a malheureusement la situation suivante, c'est que les responsables de formation sont à créer les plans de formation, donc ils vont analyser le travail, le décortiquer en plan de formation pour en préparer, on pourrait dire, un programme. Et puis, une fois que ce programme existe, il est transformé en cours, en leçons qui souvent sont vraiment déracinées par rapport à la réalité de la pratique. Et si on a eu un travail fort, intéressant, d'analyser le travail pour créer le plan, ensuite, le fait de suivre les cours, ça redevient quelque chose de relativement scolaire. Alors, l'idée que nous avons dans l'école, dans la HEFP, et que vous allez voir mis en pratique dans les deux exemples, celui de David et celui de Laurent, ça va être l'idée que l'alternance offre peut-être la solution et qu'on peut surfer sur l'alternance et sur l'exploitation des situations pour pouvoir mettre nos apprentis dans une position de recherche, une position d'enquête, une enquête sur c'est quoi le travail bien fait ou c'est quoi le travail que je dois faire, comment est-ce qu'on peut le reconnaître, et lorsque je me vois au travail, comment est-ce que je peux me dire que mon travail a été bien fait ou a été fait d'une manière qui est efficace, même si ce n'est pas exactement la manière qui avait été enseignée. Donc, les exemples que vous allez avoir ici maintenant sont vraiment colorés par cette logique d'utiliser l'alternance et les situations de travail, les situations les plus réelles possibles du travail pour pouvoir se former. Merci Christophe pour l'introduction. Rebonjour, moi je suis donc, comme j'ai dit, enseignant au Centre d'enseignement professionnel de Vevey et j'enseigne la photographie d'architecture parce que c'est là où j'ai fait ma première formation en tant que photographe spécialisé dans la photographie d'architecture. À Vevey, on a une majorité d'élèves qui sont présents à plein temps, donc qui ne sont pas chez des patrons. Et parmi ces élèves, non, pardon. Et dans cette configuration plein temps, on enseigne des semaines complètes, ça veut dire sous mode d'atelier. J'ai des ateliers d'enseignement qui durent en général une semaine avec mes élèves. Si tu peux passer à la suivante. Au début de mon enseignement, il y avait une question qui revenait extrêmement souvent de la part d'élèves et à laquelle je n'avais pas toujours la bonne réponse, qui était quand vous dites que cette photographie d'architecture n'est pas réussie, voire qu'elle est ratée ou qu'elle n'est pas forcément adéquate, pourquoi vous dites ça? Et ma réponse, c'était je dis ça en ma qualité d'expert, je dis ça parce que je sais que c'est comme ça, je dis ça parce que vous comprendrez un peu plus tard comment ça va marcher quand vous aussi, vous serez des vrais photographes. Évidemment, c'est très insatisfaisant. Et, pour répondre à cette question de qu'est-ce qui fait qu'une photographie d'architecture fonctionne ou pas, j'ai été réorienté et je me suis réorienté vers les dispositifs d'évaluation formatrice. Et la première chose que j'ai faite, c'est de lire l'article originel de Georgette Mundiati paru en 1990 dans les cahiers pédagogiques, qui décrit vraiment tout un dispositif d'évaluation formatrice du début à la fin, et j'ai commencé par appliquer d'abord de façon assez scolaire, puis de façon très adaptée ce dispositif-là. Merci.
Alors, ça commence dans mes cours de photographie d'architecture par une donnée. Cette donnée, elle est intégrée à un carnet de travail. Ce carnet de travail est sur un support physique. Et à l'intérieur de ce carnet de travail, on va trouver la donnée à proprement parler, mais aussi différents endroits où les élèves peuvent prendre des notes, garder une trace de ce qui s'est dit, garder une trace de leurs propres travaux. Si on peut passer à la dia suivante. Ça, c'est un détail de la donnée. Peut-être on arrivera à lire à l'écran, je ne suis pas sûr. Cette donnée, elle part d'une situation. Ici, la situation, c'est moi qui l'amène, étant donné que mes élèves sont en général à plein temps, ils sont peu confrontés à des situations photographiques de la réalité du métier. Et la situation que je propose d'amener pour le cours qui va traverser cet exemple, c'est de faire des photographies pour un magazine de décoration. Il y a un certain nombre de codes, il y a une manière de photographier pour la photographie de décoration. C'est quelque chose qui pose une foule de problèmes qui sont tous intéressants à résoudre. Sur les situations que j'amène, je fais le constat suivant, c'est plus les situations sont complexes, plus les apprentissages sont élevés. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais peut-être c'est quelque chose qu'on peut garder en tête, de se dire que plus on va chercher des situations qui font appel à un grand nombre de compétences et de connaissances, comme le dirait Nunziati, plus on aura des apprentissages qui seront critiques, pardon, critiques, pertinents et approfondis. Donc cette donnée, elle demande de faire des photographies de décoration que les élèves vont devoir réaliser chez eux et chez eux. Maintenant, une fois qu'on a la donnée, évidemment, ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une photographie de décoration. Et pour ça, si on peut passer à la dia suivante, merci, on va utiliser ce que Nunziati appelle une base d'orientation. Cette base d'orientation, elle est constituée de travaux d'élèves des années précédentes que j'ai pré-triés dans des dossiers qui sont renommés bien, bof et nul. Les images qui sont dans ces dossiers sont anonymisées. Et elle présente des images qui ont été bien reçues, donc qui sont bien dans la norme de la photographie de décoration, des images moyennes et des images qui sont plutôt ratées, qui s'éloignent de la norme de la photographie de décoration. À cela s'ajoute un dossier expert, et dans ce dossier, où il y a également des images, il y a des images réalisées par des photographes certifiés qui publient leurs photographies dans des magazines de décoration. En fait, la proposition qui est faite aux élèves, c'est de comparer des images réussies et des images ratées pour essayer de deviner, mais plus que de deviner évidemment, mais on peut faire croire qu'ils vont essayer de deviner, mais en fait, c'est par un travail d'analyse, de deviner quelle est la norme de la photographie, en l'occurrence de décoration. Il y a une autre méthode qui permettrait de dire, on vous donne en vrac des images qui sont réussies et ratées, c'est aussi quelque chose que je pratique, et puis vous allez les classer de la plus nulle à la meilleure, et puis à partir de ce classement, on va essayer de tirer des conclusions. Et pour tirer ces conclusions dans la première méthode comme dans la seconde, donc pré-trié ou non trié, pour arriver à définir cette norme, on va utiliser, si possible, des sortes de phrases opératives. Les phrases opératives que je propose aux élèves quand je donne la consigne, c'est de dire essayez de formuler des critères en utilisant le début de phrase suivant. Pour qu'une photographie d'architecture soit réussie, il faut que la lumière soit comme ça, le point de vue soit comme ça, les rangements soient comme ça, ou une photographie d'architecture ou de décoration est ratée lorsque tel critère n'est pas réussi, etc. Et ça, c'est un travail qui se fait par petits groupes. En petits groupes, les élèves vont établir une liste de critères. À l'issue de ce temps de travail en petits groupes, donc par observation des images, les élèves vont revenir en grand groupe, et en grand groupe, dans l'ensemble de la classe, on va négocier ces critères. Ça veut dire, un élève va dire, il ne faut pas que les lumières soient, qu'il y ait des ombres trop fortes sur les images. On va voir si tout le monde est d'accord avec ces critères-là, et si tout le monde est d'accord, que tout le monde a fait le même constat, on va le garder comme critère de réussite de la tâche. Il peut arriver qu'en challengeant ces critères,
quelqu'un dise, par exemple, il faut que la photographie soit en noir et blanc. Et à ce moment-là, moi qui suis garant de la norme autant que les élèves, mais quand même un peu plus de ma position d'expert, je vais dire, bon, ok, alors allons voir dans les images réussies, est-ce que toutes les images sont en noir et blanc? Ah, toutes les images ne sont pas en noir et blanc, donc le critère n'est pas valable, donc on va l'éliminer de la liste. À l'issue de ça, on a normalement une liste qui est consolidée, qui a été proposée par les élèves et que les élèves sont donc en train de s'approprier. Et cette norme, c'est une norme à laquelle les élèves peuvent petit à petit s'identifier. L'identification est d'autant plus forte que le travail a été fait évidemment par elles et par eux. Maintenant, on a compris qu'est-ce que c'était qu'une photographie réussie et qu'est-ce que c'était qu'une photographie ratée. Ça ne nous dit pas encore comment s'est construite cette norme, et pour ça, là, c'est moi qui vais apporter des informations complémentaires. Là, c'est un exemple de comment on passerait par l'histoire de la photographie pour comprendre la construction d'une norme contemporaine de la photographie d'architecture, un exemple autour de Walker Evans. Et puis, ce que ça ne nous dit pas non plus, c'est ça ne nous dit pas comment on fait concrètement. Ça veut dire comment on manipule l'appareil photo, comment on mesure la lumière, comment on met en place la prise de vue. Et ça passe par des apprentissages techniques. Ces apprentissages techniques qu'il faut évidemment corréler à la norme qu'on a étudiée avant, eh bien, il y a plusieurs manières de les apprendre. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, une manière d'apprendre ces apprentissages techniques, c'est en passant par un tutoriel vidéo. Merci. OK. En principe, à ce stade-là, les élèves ont une norme qui est écrite dans leur carnet de travail. Ils ont l'historique de cette norme, donc ils peuvent aussi se référer à des données historiques. Et puis, les élèves ont également des compétences techniques acquises en classe, par entraînement. Les élèves partent sur le terrain, faire les photographies, et pour faire les photographies, évidemment, ils et elles vont s'aider de la liste des critères qui est dans leur carnet de travail. Cette liste va faire office de checklist ou de document d'autocontrôle au fur et à mesure que les images sont faites. Je fais ma photo, je regarde si toutes les cases sont cochées dans ma liste. S'il y en a une qui n'est pas cochée, je modifie ma photo. Et il y a un travail de régulation qui se fait petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans les images. Là, en principe, ça développe l'autonomie. Les élèves sont autonomes dans ces prises de vue. Il y a quelques exemples sur le slide suivant de photographies de décoration réalisées. Évidemment, tout n'est pas réussi. Et évidemment, il y a un truc qui est super intéressant dans ce travail-là, en tout cas pour moi, c'est que les élèves ont accès à leurs appartements ou à leur maison ou à celle de leurs voisins, voisines. Et du coup, on n'est pas dans des situations de décoration optimale de maisons construites par des architectes avec des meubles Vitra à tous les étages. Donc en fait, on doit vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui fait qu'une photographie est réussie au-delà ou malgré son contenu. Merci. Une fois que les images sont faites, tout le monde revient en classe et puis on organise un système de feedback de pair. Ça veut dire un petit groupe d'élèves va s'occuper d'un petit groupe d'images de leurs camarades. Et pour s'occuper du petit groupe d'images de leurs camarades, les élèves vont à nouveau se référer à la liste. Le but du jeu ici, c'est de ne plus travailler sur les affects, de ne plus dire « j'aime bien cette image me plaît, ah, l'image est cool, etc. J'adore ce que tu fais », mais de dire « cette image est réussie parce que tel critère est complet, tel critère est bien réalisé, tel critère est bien réalisé », ou « il y a un problème dans cette image au regard de tel critère qui n'est pas bien réalisé ». Et en fait, évidemment, ça permet de prendre un peu de distance par rapport à son propre travail et au travail des autres. Ça permet de remobiliser encore une fois cette norme qui a déjà été mobilisée plusieurs fois dans le dispositif complet d'évaluation formatrice. Et puis, ça permet aussi de pouvoir adresser à ses camarades des critiques qui peuvent être des fois extrêmement directes, mais qui sont du coup adressées aux images qui répondent ou pas aux critères, et plus du tout à l'auteur ou à l'autrice des photographies dont on parle.
Ces remarques qui sont préparées en petits groupes, elles sont ensuite faites en grand groupe devant tout le monde, parce que évidemment, on a toutes et tous à apprendre du travail, des erreurs et des réussites des unes et des uns et des autres. Ici, il y a un compte-rendu fait par les élèves dans un de ces moments de critique où il y avait 2 scribes qui prenaient en note les différents points à améliorer. Et puis, on pourrait imaginer qu'il y a remédiation avec une boucle de rétroaction à partir de ces remarques-là. Donc, les élèves pourraient retourner, améliorer, refaire, si le temps le permet. Mais on sait que le temps, c'est un peu la donne qui coince souvent dans ces dispositifs-là. Ça, c'est tout ce que les élèves font. Ensuite, moi, j'ai un rôle, enfin, en fait, j'ai plein de rôles, mais j'ai un rôle final à cause des prescrits institutionnels du canton où j'enseigne qui demandent qu'il y ait des évaluations sommatives. Et du coup, mon rôle, c'est de reprendre l'ensemble des critères de la norme et des critères de réussite découverts par les élèves, de les installer dans une grille d'évaluation. Et j'ai choisi de faire moi-même la pondération de cette grille d'évaluation. Donc, c'est moi qui vais dire, là où on en est, ces éléments-là sont plus importants que ces éléments-là, qui sont eux-mêmes plus importants que ces éléments-là. Évidemment, cette pondération, elle pourrait être faite par les élèves, par observation d'exemples, d'experts, ou de bons et de mauvais exemples, comme on l'a vu tout à l'heure. En l'occurrence, c'est moi qui le fais. Et puis, par contre, ce qui est super important dans le dispositif, c'est qu'il n'y ait pas d'éléments dans cette grille d'évaluation qui soient inventés ou qui ne soient pas présents dans la liste de critères réalisée par les élèves. Voilà un peu l'ensemble du dispositif en très résumé. Évidemment, il y a plein de finesses et surtout, il y a plein de choses à découvrir et à essayer. Et on pourrait imaginer que ça marche particulièrement bien avec la photographie, mais il faut rappeler que Nouziati était enseignante de français, qu'elle a mené son expérimentation dans l'éducation nationale française, qui n'est pas exactement le système le plus ouvert qu'on connaisse aujourd'hui. Peut-être dans les années 90, c'était différent, je ne sais pas. Et du coup, c'est très adaptable, c'est tout à fait exploitable dans plein d'autres domaines. Et j'encourage toutes les personnes qui en ressentent l'envie à essayer des choses avec ce dispositif-là. Merci beaucoup. Merci David. Et comme je vous l'avais dit, dans cette deuxième partie, on va partir sur un petit moment d'analyse de cette première expérience, une analyse qui aura lieu en 2 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter un modèle de didactique que l'on utilise à la HEFP. Et puis ensuite, je vais vous montrer le parallèle que l'on peut faire entre ce modèle et l'expérimentation présentée il y a quelques minutes par David. Alors, ce modèle, je suis un petit peu embêté, certaines fois j'appelle ça un modèle de didactique, puis d'autres fois il y a un modèle de pédagogie, parce qu'en fait c'est un modèle qui tient compte des 2 dimensions. Il y a une dimension didactique, comment est-ce que je vais organiser mon cours, comment est-ce que David organise son cours, ou Laurent organise son cours, et puis il y a une dimension fortement pédagogique, c'est comment est-ce que la personne qui est dans une situation de formation professionnelle, en alternance, peut apprendre. Donc on a ces 2 dimensions pédagogiques et didactiques qui se mélangent. Donc le modèle que vous avez sous les yeux, il va être lu, et je vais vous le présenter en 3 temps avec les 3 axes. Vous avez tout d'abord la partie gauche avec les flèches qui partent par la partie gauche et par la partie analyse du travail. Ensuite la partie droite, la partie analyse de l'activité, et ensuite la partie centrale qui est la partie auto-évaluative. Toutes les dimensions que l'on va voir dans ce modèle partent toujours d'une situation emblématique. Nous sommes en formation professionnelle et si j'apprends à faire des photos, c'est pour faire mon travail de photographe. Donc, le départ sur une situation, il va être toujours extrêmement important pour donner du sens à l'activité. Une fois que je donne du sens et que je suis dans une situation, je vais avoir un premier temps de travail qui va être de l'analyse. Comment est-ce que d'autres font pour faire ce travail et comment est-ce que je peux analyser ce travail pour en créer un référentiel. Si je fais bien mon travail, à quoi est-ce que je vais le voir?
Et lorsque j'ai fait ce travail d'analyse, de référentialisation, je vais pouvoir me dire, tiens, il y a certaines dimensions qu'il me manquent, certains savoirs ou savoir-faire ou savoir-être qu'il me manquent et qu'il serait bien que je m'approprie pour pouvoir mieux faire mon travail. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, sur la partie droite du schéma, toujours en partant d'une situation emblématique, on va mettre la personne en situation de manière à ce qu'elle soit en activité et qu'elle réalise le travail qu'elle a à faire. Une fois que ce travail est fait, ou pendant certaines fois que ce travail se fait, on va pouvoir proposer à la personne de l'analyser et de voir dans quelle mesure ce qu'elle est en train de faire est en phase avec la norme qu'elle essaye de respecter. Là, peut-être, on peut également terminer cette deuxième partie, ce deuxième temps, par une identification de ressources qui seraient nécessaires et donc une appropriation. Quand on parle d'identification et appropriation de ressources, on est dans quelque chose qui ressemble plus, j'aurais envie de dire, à de l'école traditionnelle, des moments de cours relativement traditionnels, transmissifs ou auto-formation, mais appropriation de savoir un peu plus pointus ou un peu plus précis et un peu moins globaux. Et dans la partie centrale du schéma, on a tout le travail qui va être, maintenant que j'ai analysé mon travail, ma réalisation, et que j'ai fait un référentiel, que j'ai pris du temps pour identifier les critères qu'il faudrait réaliser ou respecter pour que le travail soit un travail de grande qualité. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir auto-évaluer, porter un jugement sur mon travail? Et dans cette phase-là d'auto-évaluation, on va avoir l'enseignant qui va prendre une grande place d'accompagnant, c'est-à-dire que son job n'est pas de dire ce qui est bien ou pas bien, sauf si c'est nécessaire parce que les étudiants ne le voient pas, mais ils vont être surtout sur comment est-ce que j'observe le travail qui est fait, comment est-ce que je m'exprime pour dire à quelqu'un ce qu'il a fait ou pour porter un jugement sur une image comme on vient de le voir tout à l'heure. Alors si je reprends le modèle complet et que je repense à la présentation que David vient de nous faire, alors on le voit bien, on a une situation emblématique de départ, c'est un mandat. C'est quelqu'un qui vient chez le photographe et qui dit, voilà, pour mon musée, il me faudrait un jeu d'une vingtaine de photos, ou pour mon magazine, il me faudrait des images pour mettre en avant telle ligne de meubles, etc. Donc on a un mandat de départ, c'est la situation emblématique pour le photographe. Dans un deuxième temps, on a tout ce travail d'analyse de photographie en se disant quelles sont celles qui fonctionnent, quelles sont celles qui ne fonctionnent pas dans ces photographies d'intérieur, de décoration. Et puis, au fur et à mesure de l'analyse, on a le travail de création d'une liste de critères. Donc ça, c'est bien les 3 premières étapes dont vous a parlé David. J'ai oublié de rajouter ici une dernière étape en bas, qui serait, David l'a appelé autre apport. C'est le moment où on parle de l'histoire des critères, où on parle de certains savoir-faire, il y avait la prise de la lumière, qui se retrouverait ici comme étant appropriation de ressources. Dans la deuxième phase du travail, sur la base de la situation de départ, c'est toujours le même mandat, et à l'aide de la liste de critères qui ont été établis, les personnes en formation vont se retrouver à réaliser des photos, puis à observer les photos, les leurs, celles de leurs collègues, et en utilisant les critères, de porter un jugement sur ces différentes photos. On est donc au moment de cette analyse et en même temps au moment de cette auto-évaluation. Ces deux moments se mélangent très souvent. Donc ça, c'est le premier exemple que l'on voulait vous montrer avec ce modèle de didactique et ces différentes étapes réalisées. Et puis maintenant, c'est Laurent qui va vous parler de son expérimentation dans l'enseignement pour les droguistes. Et peut-être en l'écoutant,
essayez d'imaginer le schéma et de vous dire, si je devais me situer sur le schéma, où est-ce que je me trouve en ce moment? Laurent, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, moi, j'enseigne à l'École supérieure de droguerie, qui est la seule école supérieure pour les droguistes en Suisse. Donc, toute personne qui souhaite avoir son propre commerce de droguiste doit venir dans cette école pendant 2 ans à plein temps. Et c'est des gens donc, qui ont déjà au moins un apprentissage de droguiste, plus 2 ans de formation, ou alors une maturité et 1 à 2 ans de pratique professionnelle. Ça fait que c'est des personnes qui ont entre 22 et 30 ans. Et l'école, elle n'est pas 100% publique. Il y a une partie qui est financée par l'école professionnelle, une partie qui est financée par les étudiants, ce qui fait que les étudiants qui viennent chez nous doivent payer 7 000 francs par an. Ça les rend très motivés, ils savent très bien pourquoi ils sont là, mais aussi très exigeants. Ils demandent d'avoir des connaissances qui leur soient utiles dans leur futur métier. Et dans ce cadre-là, pour moi, c'était intéressant, en tant que prof de chimie nouvellement débarqué dans l'école, de me dire comment est-ce que je peux enseigner de la chimie qui leur soit le plus utile, qui leur soit la meilleure possible pour ces individus qui vont avoir des drogues. En plus de ça, l'année où j'ai commencé à enseigner la chimie, je reçois un cours de chimie de mon prédécesseur, tout le travail est fait, et on décide de changer complètement, on nous annonce qu'on va travailler par compétences. Chose qu'on n'a jamais vue, on ne sait pas ce que c'est. Personnellement, la droguerie, je la connais de nom, mais j'ai des études de chimiste, donc j'ai un master, un doctorat en chimie, mais je n'ai pas les compétences, en fait, pour savoir qu'est-ce que c'est le travail de droguiste et comment j'applique mon cours à faire ça. Pire encore, on apprend que l'examen final des droguistes, ça ne va pas être relié aux branches, donc ce n'est pas lié à la chimie, à la biochimie, c'est lié directement à des mises en situation métier et l'analyse de situation métier qui sera fait par des personnes externes. Donc, on a vraiment la mission de travailler par compétences pour que les étudiants à court terme réussissent leur examen, réussissent leur formation, en sachant que s'ils échouent, ils vont devoir repayer des frais pour une année supplémentaire. Et à long terme, on a la mission de leur apprendre des connaissances et des compétences qui leur soient utiles dans leur métier. Sauf que moi, je n'avais pas forcément d'idée sur comment travailler en compétences. J'avais fait toute ma scolarité vraiment plutôt axée connaissances pures, un domaine académique pur et dur. Et du coup, je me suis posé 2 questions. Pourquoi j'ai envie de le faire et comment je vais le faire? Alors peut-être passons au pourquoi. J'ai trouvé 3 raisons. La première, c'est le petit cerveau en bas à droite, c'est la motivation. Je me suis dit, s'il y a des élèves qui veulent apprendre des choses, ça va être lié à leur métier. Et du coup, de travailler en compétences métiers, je vais rapprocher ma chimie de leur métier. Donc, ils devraient être plus motivés à l'apprendre. D'autre part, j'ai des cours plus techniques. C'est ce que j'ai représenté avec la racine carrée de XY. Donc, on doit leur apprendre des matières qui ne sont pas toujours faciles, qui sont d'une complexité variable. Et de leur montrer à quoi ça va leur servir, je me disais peut-être que ça peut aider à faire passer ces cours difficiles d'une autre manière. Ça peut leur donner l'envie d'apprendre et donc l'énergie nécessaire pour surmonter la difficulté. Et la troisième chose, c'est le chat et le lion, c'est le problème de s'évaluer soi-même, de se dire est-ce que je suis compétent pour faire ça ou pas? Quelque chose qui est d'autant plus nécessaire pour des droguistes qui vont faire une partie de leurs produits eux-mêmes. Et donc, c'est important qu'ils sachent s'ils ont les compétences de faire des produits qui peuvent réellement soigner leurs clients, ou si au contraire, ils n'ont pas assez de connaissances et puis ils risquent de mettre en danger la santé des gens qui viennent chez eux. Donc ça, c'était le pourquoi. Et après, concrètement, comment est-ce que j'ai mis ça en place? Je me suis dit, bon, le cours de chimie qui a été fait auparavant, il n'est pas non plus sorti de nulle part. Il y a un enseignant qui avait passé 30 ans à perfectionner ce cours pour qu'il soit au plus près des droguistes. Seulement, il n'était pas orienté compétences, il était plus orienté discipline de chimie brute, pure et dure. Donc, je me suis dit,
je vais prendre la majorité du cours, donc en gros 3 leçons sur 4, pour enseigner les contenus de manière relativement classique, mais un cours sur 4, je vais l'orienter 100% compétences. Ça a été ma façon de m'assurer que j'arrivais à respecter le contrat qui était de les faire travailler en compétences. Et du coup, il y a 2 fois 45 minutes où on va traiter des situations métiers et 3 fois 45 minutes où je donne des cours avec des contenus disciplinaires. Concrètement, si je vais plus dans le détail, ça commence donc par une phase d'orientation de manière similaire à ce qu'on a vu avant. Les droguistes viennent avec leur situation métier parce que cette fois, moi, j'ai des personnes qui ont déjà un vécu professionnel, donc ils savent dans quelle situation ils ont besoin de certaines connaissances. On essaye d'identifier les compétences disciplinaires dont ils ont besoin pour résoudre la situation métier. Et si le temps le permet, on fait aussi une petite grille d'évaluation pour décider à quel niveau de compétence on doit être pour réaliser ou résoudre la situation métier de façon compétente, c'est-à-dire comme un droguiste qui a un diplôme d'école supérieure. Et puis, à côté de ça, ce qui, pour moi, fait toujours partie de la phase d'orientation, c'est l'acquisition des compétences et des connaissances. Donc, je leur transmets un savoir et je leur permets de travailler ce savoir, mais toujours de manière disciplinaire, pour qu'ils puissent petit à petit avoir les connaissances et les compétences nécessaires à résoudre la situation métier. Et une fois qu'ils ont, d'une part, identifié la situation métier, et d'autre part, que je leur ai transmis les connaissances nécessaires à la résoudre, alors on peut passer à la deuxième phase, la phase de réalisation. Ils reprennent les situations métiers qu'ils m'ont proposées au départ, ils essayent de la résoudre pendant ces 2 périodes que je leur laisse à disposition, et à la fin, ils sont évalués sur le travail qu'ils ont réalisé, de manière à ce qu'ils puissent observer la réussite ou non de leur problématique. Cette évaluation, elle peut être faite de la manière dont l'enseignant le souhaite. Ça peut être lui qui note, ça peut être aussi des auto-évaluations, des évaluations par les pairs. Il n'y a pas de restriction de ce côté-là, mais moi, la seule restriction que je me suis donnée, c'est cette alternance entre un cours sur 4, je me force à travailler en compétences, 3 cours sur 4, je peux travailler plus de manière classique, la manière que moi, je suis plus à l'aise d'enseigner. Voilà. Et grâce à ce mécanisme, grâce à cette alternance, au final, ce que j'essaye de faire, c'est de contrer cette phrase qu'on entend souvent de la part des étudiants, mais à quoi ça sert ce qu'on est en train d'apprendre? Et ce que je veux observer, c'est qu'effectivement, les étudiants sont beaucoup plus réceptifs à leur apprentissage si on leur montre à quoi il sert et si on leur permet d'appliquer ces connaissances, donc de développer des compétences métiers, que dans un cas plus théorique. Donc, si je passe maintenant au cas plus concret, avant, ce que je faisais pour la création et la vente de produits, on voyait les calculs chimiques. On devait calculer le nombre de moles dans 2,5 grammes de carbonate de calcium. On travaillait avec un bâton, une carotte. On essayait un peu toutes les méthodes pour que l'élève apprenne bon gré, mal gré la matière à apprendre. Et puis, il devait faire les exercices 1 à 12 en page 42. Qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est qu'ils viennent, eux, avec la situation métier, qui existait déjà avant dans le cours, mais qui n'était pas mis en valeur et surtout qui n'était pas apporté par l'élève. Donc, ils me proposent la situation métier, ils me disent on a besoin de faire des calculs pour préparer des produits, par exemple des compléments alimentaires. Donc, moi, j'adapte légèrement mon cours pour qu'il y ait des exemples de calculs qui puissent leur permettre de préparer leurs propres compléments alimentaires. J'ajoute les lois sur les compléments alimentaires, mais ça va me donner aussi les limites mathématiques qu'ils doivent respecter quand ils font leurs produits. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle quantité de n'importe quoi. Et puis, ensuite, ils ont ces fameuses 2 périodes pour faire tous les calculs, préparer un complément alimentaire. Et là, c'est une opération un peu plus carte blanche. Ils viennent avec leurs idées, leur créativité,
et ça leur permet de confronter ce qu'ils pensent avoir appris avec la réalité d'une situation où ils doivent préparer eux-mêmes leurs produits. Et quand je veux être encore un peu plus réaliste, j'ai la chance d'avoir un laboratoire. Je peux encore pousser le vice, entre guillemets, en les amenant après au laboratoire et en les confrontant donc à la situation, cette fois réelle, complètement réelle, où ils ont des produits dans des pots. Et à la fin, je veux le complément alimentaire sur le comptoir. Voilà. Cette deuxième partie, donc la partie où ils résolvent la situation métier, j'ai remarqué que ça a amené 3 éléments clés dans la motivation de l'élève. Bon, bien sûr, hein, de la variation, donc ils apprécient que tous les cours ne soient pas pareils, mais aussi ça leur permet de conscientiser leurs propres apprentissages. Ils sont directement confrontés, mais ils peuvent voir la différence entre ce qu'ils pensent avoir compris et ce qu'ils ont réellement compris, mais d'une manière peut-être moins agressive que dans le cadre d'un examen. C'est eux-mêmes qui le voient. En plus de ça, la plupart du temps, je travaille en sous-groupe et ça permet aux gens de valoriser leurs acquis d'expérience. Ils ont tous des formations professionnelles dans des cantons différents. Ils ont tous des drogueries qui font des produits différents parce qu'ils ont une très, très, très large gamme de produits, mais chaque droguerie a un peu des spécialisations. Et ça permet de développer la créativité, la résolution de problèmes, des choses qui sont aussi dans notre plan cadre, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre facilement dans une éducation, dans un enseignement classique, où on devait faire les exercices 1 à 12 de la page 42. Donc ça, c'est les 3 éléments clés que moi je gagne en mettant ça en place. Je vous ai donné un exemple, mais cet exemple il peut être élargi à n'importe quelle matière. Je dois donner un cours sur les acides et les bases. Moi, je sais pourquoi je veux le donner, mais eux m'apportent les situations métiers. Par exemple, choisir les détartrants, les antacides, les produits pour piscine, connaître les équilibres sanguins. Et à partir de ça, je crée un cours légèrement sur mesure pour qu'ils puissent résoudre après tout seul les situations métiers, c'est-à-dire choisir quels détartrants ils vendent, choisir quels antacides ils vendent, conseiller un client. La même chose avec la synthèse organique. Je peux faire un cours pur et dur sur les réactions chimiques, mais si je leur montre à quoi ça leur sert concrètement, ça passe beaucoup mieux. Ils apprennent beaucoup mieux et ils sont obligés d'apprendre pour résoudre la situation métier qui vient derrière. Et les situations métiers, ça peut être les emballages bioplastiques, comment est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'ils se dégradent, les pollutions chimiques diverses, qui causent les problèmes que leurs clients ont et pour lesquels ils viennent dans leur droguerie, et puis tout ce qui est interaction médicament-humain qui est lié à cette synthèse organique. Donc, simplement un cours classique sur 3 leçons et une application de ce cours à la fin. Voilà. Le bilan que je retire de ces 3 ans pendant lesquels j'ai appliqué cette méthode, c'est que globalement, j'ai remarqué une augmentation de la motivation intrinsèque de l'apprenant. Ils sont déjà motivés à la base, vu qu'ils payent 7 000 francs, ils sont adultes, donc ce n'est pas un public habituel, mais quand même, là, ils sont vraiment plus motivés et ils voient à quoi ça leur sert, ce qu'ils sont en train d'apprendre. Je respecte le contrat que m'a demandé l'école, c'est-à-dire que je travaille en compétences métiers. Et il y a aussi une chose que je ne m'attendais pas, mais l'ambiance de classe s'est bien améliorée parce que les gens ont l'occasion de se parler entre eux, de valoriser leurs acquis, mais aussi de se juger. Donc, ils deviennent cette amie critique qui est particulièrement utile parce que dans les drogueries, après, ils vont devoir travailler en groupe, ils vont devoir aussi apprendre à communiquer entre eux, se dire des vérités qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Et donc voilà, ça permet de travailler ça aussi. Enfin, c'était très facile à mettre en place, beaucoup plus facile que ce que je pensais, simplement parce que mon cours, ou le cours de mon prédécesseur, était relativement bien adapté. Et tout ce que j'ai fait, c'est dégager du temps pour que les étudiants puissent venir avec leurs problématiques et qu'ils puissent résoudre ces problématiques pour vérifier s'ils ont bien compris ou non la matière que je leur enseigne. Des quelques aspects négatifs, je dirais qu'il y a un côté utilitariste à toute cette démarche. Une fois qu'on a
commencer à travailler en compétences métiers, c'est dur de reculer. À chaque fois, en fait, on aura l'étudiant qui nous dit « mais ça me sert à quoi dans la vie parce que je ne vois pas bien le lien ». Et donc, les savoirs inutiles sont peut-être plus difficiles à introduire, même s'ils ne sont pas forcément inutiles. Ça demande un petit peu de planification de cours, vu qu'on a 25% du cours qu'on doit libérer, on doit faire de la place. Et il faut que l'enseignant il arrive à changer de posture. Et ça, c'est peut-être le plus difficile d'un point de vue personnel, parce qu'on n'est plus uniquement un transmetteur de savoir, mais on devient, et là, c'est les mots de mes étudiants, ils m'ont dit que j'étais aussi un genre de coach sportif, parce que quand ils travaillent, ils ont besoin de rester motivés, et c'est vrai que le coach sportif fait tout à fait ça, ce n'est pas lui qui va courir, mais il est là pour s'assurer que le sportif donne le meilleur de lui-même. On est un genre de facilitateur, parce que quand même, on crée des supports de cours et une situation cadre qui leur permet d'apprendre, et le requin, Sharky, parce qu'on est là pour vérifier, même pendant les parties plus libres, plus créatrices, que le travail avance, qu'il y a une production et qu'à la fin des 2 heures, ils ont accompli la tâche qui était dans leur devoir d'accompli. Donc voilà, en définitive, on change légèrement de posture, mais on gagne énormément en motivation intrinsèque. Et je terminerai cette présentation en vous lisant cette citation de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Voilà. Merci. Merci Laurent. Et vous l'aurez vu avec les 2 présentations, on a 2 approches qui viennent les 2 sur le schéma que je vous montrais tout à l'heure. David, beaucoup d'énergie qui est mise à l'élaboration du référentiel et à l'utilisation du référentiel dans l'auto-évaluation. Laurent, beaucoup plus d'énergie mise sur comment identifier les situations de manière à ce que le cours que je me dois de donner, parce qu'on n'a pas toujours le choix de modifier le cours et les contenus, mais pour que le cours que je me dois de donner puisse faire sens aux apprenants et puisse être lié avec les situations de travail qu'ils rencontrent. En guise de conclusion, j'aurais envie de revenir sur la situation initiale et de me dire, pendant longtemps, en formation professionnelle, principalement en Suisse, mais je n'ai pas trop de soucis et de doutes dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Une situation de travail est analysée par ce que l'on appelle en Suisse ORTRA, organisation du travail, et est transformée en plan de formation. Ce plan de formation, il va être traduit en programme avec des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire que les apprentis vont devoir acquérir, vont devoir développer. Et pour les apprentis, le travail va être relativement scolaire avec des apprentissages à faire et ensuite à transférer dans des situations. C'est quelque chose d'assez scolaire et d'assez peu motivant suivant comment c'est présenté. Les 2 exemples que vous avez vus aujourd'hui travaillent d'une manière différente. On part de la situation de travail avec les apprentis, on décortique cette situation de travail, on cherche des solutions, on cherche à réussir, à célébrer cette réussite. Et puis tout ce travail, tout l'effort pour réussir, pour réaliser cette réussite, va constituer ou va représenter tout l'apprentissage qui est fait. Une autre représentation que je pourrais avoir et qui va faire le lien avec la dimension motivationnelle dont parlait Laurent il y a quelques minutes, c'est que entre cette situation de travail et cette résolution, plusieurs étapes vont arriver. La situation, que ce soit une photo de, je ne sais plus, j'allais dire décoration d'intérieur, oui, c'est ça, merci David, ou une situation pour un droguiste. Face à ces 2 situations, comme le disait Laurent à la fin de sa présentation, on va leur faire rêver. On va leur faire rêver de la mer, on va leur faire rêver de la belle photo ou de la réussite de sa droguerie. Et une fois que ce rêve est imaginé et projeté, alors on va pouvoir travailler sur différentes dimensions. Il y a la dimension quel est l'attendu.
Hein, que l'on parle d'un médicament, que l'on parle d'une pommade pour un bébé, que l'on parle d'une photo pour un catalogue. Qu'est-ce que je me dois de rendre pour que ce que je vais rendre ait de la valeur? Et quelles sont les valeurs que je veux mettre à l'intérieur de mon travail? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis en mesure de faire le travail que l'on me propose? Et là, on est sur la dimension de est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Et puis, il y a toute cette dimension, quand on sent que le travail que l'on veut faire a de la valeur et que l'on est compétent ou que l'on peut devenir compétent, alors il y a cette dimension, cette volonté de s'engager. Volonté de s'engager vers quoi? Eh bien, vers le plan de formation traditionnel, c'est-à-dire volonté de s'engager vers ces savoirs, savoir-faire, savoir-être que j'aurai à développer si je veux que mon travail soit digne de l'océan ou de la mer dont je rêve. Et puis, cette dimension-là, elle est vraiment importante parce que cette petite bulle, savoir, savoir-faire, savoir-être, c'est la même que dans l'exemple précédent où c'était l'ORTRA qui décide un plan de travail, mais là, c'est l'apprenant qui décide qu'il a besoin de ces différentes dimensions pour faire un travail dont il sera fier. Et puis, une fois que ces dimensions sont développées, alors il y a toute la partie transfert dans la situation. C'est clair que transfert dans la situation et acquisition de savoir, souvent ça se mélange, il y a des allers-retours entre les deux pour aller vers cette réalisation, cette solution, cette réussite. Lorsqu'on a fait la conférence, dans les remarques qu'il y a eu et les discussions qu'il y a eu, quelqu'un me disait c'est bizarre, finalement on ne voit plus du tout l'ORTRA dans le schéma à la fin. Et puis c'est vrai, l'ORTRA, donc l'organe qui va dessiner les programmes, qui va encadrer, qui va organiser les examens finaux, reste quand même visible. Autant Laurent que David, lorsqu'ils choisissent des situations, de la matière, des savoir-faire qui vont devoir être abordés, ils sont dans leur rôle d'experts en pleine connaissance du programme que l'ORTRA attend de leur part. On ne va pas faire des photos d'extérieur sans lumière artificielle si le plan d'études de ces temps-ci demande absolument de travailler sur les méthodes d'éclairage. On va choisir une autre situation de manière à s'assurer que la situation proposée demande de travailler sur l'éclairage. On pourrait faire le même parallèle avec Laurent et avec la droguerie, bien évidemment. De même que tous les savoirs qui vont être nécessaires pour gérer la situation sont en lien avec le plan d'études, avec le plan défini par l'ORTRA. Au moment du transfert dans la situation ou de la résolution, donc de la réussite, de l'évaluation, c'est également les standards qui sont fixés par les organisations du travail qui vont être mobilisés ou qui vont en tout cas en partie être mobilisés. On le voit bien, nos apprentis, lorsqu'ils travaillent sur la liste des référents, lorsqu'ils font le travail de référentialisation, s'ils ont bien compris ce qu'il fallait faire pour faire du bon travail, ils sont souvent plus exigeants que ce que le programme ne demande au départ. Voilà, on arrive au bout de cette intervention. Il y avait dans la conférence de départ une discussion autour des différents sujets que nous avons abordés, discussion que nous ne pourrons pas avoir bien sûr ici, mais vous avez à l'écran les mails des 3 intervenants. Et si un échange, une discussion vous intéressait, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci infiniment pour votre écoute, votre attention. Merci David et Laurent d'avoir accepté de jouer le jeu, de rejouer cette conférence 3 mois plus tard. Et au plaisir peut-être de vous rencontrer par mail ou visio ou autre.